avec des MCP pour Power BI, Power BI et Fabric. Fabric, celui OneLake. Azure. Azure, oui. Ah oui, ça va pas. Oui, on n'est pas data là. OneLake. Et puis, Microsoft nous a sorti. Alors, il est en preview, mais on s'occupe maintenant de la partie temps réel. Donc, on va pouvoir challenger par l'intermédiaire du MCP tous les éléments temps réel qu'on a mis en place côté Fabric. Donc, comme je le dis, les event house, les event streams, la partie temps réel sur les dashboards, la partie KQL et autres. Donc, peut-être pour qu'on réalise bien un peu comment on rentre dans un Qu'est-ce monde qu'un MCP un peu technique. On l'avait évoqué en conférence cet après-midi. Ouais. Le MCP, c'est un protocole de Model communication. Context Protocol. Exactement, qui permet à un agent de savoir comment manipuler une API en découvrant des compétences, des skills dedans, donc via le MCP de Du agent Fabric. to agent. L'agent sait, non pas forcément, mais l'agent sait Oui. qu'il va pouvoir utiliser telle fonctionnalité de Fabric de telle manière. Et vu que c'est assez verbeux, il aura tout de suite bonne compréhension plutôt que faire de la découverte pure de l'API avec des endpoints et d'être complètement perdu. Complètement. L'avantage de ça, c'est que comme les fournisseurs et éditeurs commencent à sortir les MCP, les connecteurs officiels pour les agents sur chacun de leurs produits et plateformes, ça nous permet de piloter les produits depuis l'extérieur, Oui. par exemple depuis une interface de développement comme GitHub Copilot ou depuis un agent. Donc je peux très bien demander aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on expérimente, et il y a un sujet à la fin là-dessus, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais de dire à un agent, développe-moi un flux temps réel ou interroge la donnée de Fabric en temps réel, connecte-toi à Fabric et va dans la base KQL, donc celle qui réceptionne toutes les données de télémétrie et autres qu'on aurait mis, et interroge-la en temps réel, du coup. C'est ça. On va avoir la même chose côté Data Factory, on va avoir la même chose côté OneLake. Bref, autant de MCP que d'expérience dans Fabric. Donc, on va pouvoir construire finalement chacune des briques de Fabric directement à partir du MCP. Donc c'est assez puissant, on commence à se dire, depuis une interface de développement, potentiellement une data platform de bout en bout. Complètement. En tout cas, un flux de transformation, depuis la connexion à la source, la modélisation de la donnée, le reporting, on va pouvoir le coder et surtout le faire par un agent. Ah, c'est surtout ça. Donc l'arrivée des MCP serveurs sur Fabric et notamment sur chacune des couches renforce le fait que demain, on pourrait piloter notre data platform purement depuis des interfaces de code ou des agents. C'est ça. Depuis à distance, quoi. Pas forcément les agents, parce que même GitHub Copilot n'a pas forcément besoin de MCP serveur. Alors, ça, c'est un débat. Mais ça, c'est un débat, mais c'est vrai qu'on pourrait aujourd'hui, avec un Claude Opus, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais disons qu'on est plus rassuré en utilisant un MCP serveur que surtout, on est moins perdu. Ouais. Que l'API de... Tu veux construire une pipeline, par exemple. Tu veux construire une pipeline un peu complexe dans ton Data Factory. Le MCP server côté Data Factory est plutôt intéressant. Il va être plus fiable que de dire à ton Claude, sans te connecter au MCP server, vas-y, développe-moi la pipeline. Ça ne sera pas les mêmes expériences. Mais tu peux le demander du coup à Copilot Cowork depuis peu. Aussi. C'est ce que j'ai compris. Voilà, tout à fait, d'où la slide avant. On passe à la news suivante, côté Fabric. Qu'est-ce que tu nous réserves, Nicolas ? Ah, je vous réserve plein de trucs. Non, là, oui, il y a un petit... Oui, bon, je vais l'expliquer comme ça. Jusqu'à maintenant, on s'embarrassait un petit peu au niveau de la partie sémantique d'un modèle sémantique. On expliquait un petit peu ce qu'on avait dans la donnée. Donc, on donnait l'explication en langage naturel de ce que représentait notre modèle sémantique. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, le nombre de tables. On pouvait expliquer aussi ce qu'il y avait exactement au niveau fonctionnel. Donc, explication un peu métier, fonctionnel de notre modèle sémantique. Et maintenant, on va pouvoir demander directement à Copilot de nous faire la description à notre place. Donc, c'est plutôt intéressant. Quel est l'intérêt, Nicolas ? Quel est l'intérêt ? Oui, mon cher Benjamin. Si tu n'as pas de GitHub Copilot, j'ai la réponse. Tu peux le faire directement sur la plateforme de Fabric. Directement. En fait, ce que je trouve intéressant derrière tu utilises le Copilot de Fabric et pas celui de ton GitHub. Non, mais surtout, en vrai, quel est l'intérêt de mettre une description à une table ? Ok, c'est cool, c'est propre. Après, oui, mais c'est surtout derrière, j'utilise du Copilot dans Power BI Online ou dans Fabric Online, il peut être perdu en disant, en fait, je sais pas trop ce qu'il y a dans cette table, je vais aller chercher dedans et tout. Et si, au préalable, j'ai pré-généré des descriptions via ce Copilot-là, en fait, automatiquement, il dit, ok, là, je sais ce qu'il y a dans cette table. Chose qu'on faisait et que moi, je faisais à l'heure actuelle
en vibe coding, en branchant mon Power BI à mon GitHub Copilot et en lui disant tiens, génère-moi la description et les synonymes de tous les champs et des tables. Chose qu'on faisait pas avant d'ailleurs, sans avoir. Chose qu'on faisait. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Oui, on faisait peut-être pas du tout avant. Là, tu t'avances un petit peu sur le fait que tu documentes. Je l'ai fait la semaine dernière. Donc maintenant, on va avoir des produits de data documentés, c'est ce que vous êtes en train de me dire? On a plus le choix d'excuses, maintenant. hein. Ouais, c'est ça. Hein. Je cherche des excuses, mais j'en ai Alors, pas. Quoi. c'est un gros débat entre nous. Hein. Les métiers évoluent et on va commencer à faire des tests sur la data, à documenter. Ça va être pas mal. Hein. La documentation aujourd'hui, oui, faut dire ce qui est. En termes d'effort, c'est. Bon. Mais je suis sûr que si tout est Grand max une documenté, journée. ça perdra totalement de son intérêt. Je sais pas, Benjamin. Il est tard ce soir. On va avancer à la petite news suivante. Attends, question Grosse avant. news pour toi en tout cas. Question vite fait. C'est que sur la table, c'est pas sur les champs qu'il y a dans la table? Là, c'est sur le modèle. Exactement. Ok. Donc je retiens que ton intervention ne servait à rien parce que tu parlais pas du tout de la même chose. Ce sera pour la Fabcon. Non, si ça aurait pu être dans les tables. Regarde en dessous, t'as les deux tables. Ça aurait pu faire les champs aussi. Non, là, il fait au niveau du modèle. Ok, là, il le fait. Il reste au niveau plus haut. Donc, pour les tables, il faut quand même le faire différemment. Soit avec effectivement un GitHub ou manuellement. L'ancienne. Grosse annonce du coup, la documentation des modèles sémantiques avec Rejoins un peu ce que dit Benjamin, c'est le début. Après, on aura de plus en plus de fonctionnalités qui nous permettront, par cette interface-là, de documenter notre modèle, et puis après, notre lakehouse, notre rapport. Bref, sky is the limit. Hein. Et on parle bien du Copilot dans Fabric, qui n'a rien à voir avec Copilot M365. Donc on n'a pas besoin de licence et qui est inclus dans la capacité Fabric dès la capacité F2 et non plus la capacité F64 comme au préalable. Sois précis, effectivement, il faut quand même une capacité Fabric. Oui, il faut une capa Fabric. Ça vient juste consommer de la capacité. Et ça consomme. Ouais. Donc voilà, on a dit ça, on n'a rien dit, du sizing nécessaire si on ne l'est pas à l'échelle. C'est un sujet. News suivante, Nicolas, alors, Benjamin. Ça, c'est plus important. Oui, c'est un peu gros. Bon, là, on vous présente un peu ce qu'est le mode import. Pour ceux qui ont fait du Power BI, vous connaissez. On importe nos données directement dans notre modèle sémantique à partir de nos données sources. Donc ça, c'est ce qu'on a toujours fait avec Power BI, ce qu'on fait encore d'ailleurs avec Fabric. Très bien. L'avantage de cette partie-là, c'est qu'on avait notre modèle sémantique et on pouvait faire quasiment tout ce qu'on voulait en DAX. Donc avec le modèle, effectivement, le langage DAX qui nous permet de transformer la donnée, créer des mesures, etc. On pouvait créer des colonnes calculées, de nouvelles tables calculées. La problématique, si on regarde la slide d'après, c'est qu'en Direct Lake, donc qui est un autre mode de connexion à nos données sources, là, cette fois-ci, on ne recopie pas la donnée, on n'importe pas la donnée, on n'importe que la metadata. Donc, c'est-à-dire, finalement, ce qui construit notre donnée, nos tables, nos mesures, nos champs, etc. La problématique qu'on avait en Direct Lake, jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne pouvait pas créer de colonnes calculées, ni de tables calculées, une fois qu'on était en Direct Lake. On avait cette limitation. Eh bien, grosse news, maintenant on peut. Bravo. On peut s'applaudir là-dessus. Alors Là, on rigole comme ça, mais on vante ce modèle-là parce que, bon, évidemment, Microsoft le met en avant. Ça reste le modèle, entre guillemets, parfait pour Microsoft, c'est-à-dire zéro recopie de données. On accède à des données en live sur notre lakehouse, donc on évite des refresh, donc on évite de la consommation, de la recopie, des problématiques aussi dans l'import. On peut avoir des bugs, on peut avoir des anomalies dans notre chaîne de traitement. Là, avec le Direct Lake, on attaque directement notre donnée. Donc on a du temps réel, on a de la performance, puisque notre donnée est stockée au niveau du lakehouse ou de notre warehouse en format parquet. Mais il y avait des limitations en termes de transformation de la donnée, et notamment si on voulait créer de nouvelles colonnes, ce qu'on appelle les colonnes calculées. Alors, pareil, je vais vous la faire simple, c'est comme dans Excel, quand vous créez une nouvelle colonne et que vous faites un calcul par rapport à d'autres colonnes, c'est le même principe ici. On fait du calcul de colonne, ou si on crée une nouvelle table calculée, cette fois-ci, donc avec le langage DAX, eh bien, on ne pouvait pas. Le modèle nous disait « Ah non, c'est pas possible, vous êtes en Direct Lake, passez en mode import ». Donc, on revenait sur le mode import pour faire ça. Et ce qui est dommage, c'est que c'était une des promesses quand Microsoft Fabric est sorti, c'est de dire, en plus, on a un nouveau mode de connexion. Avant, on pouvait faire que du Direct Query ou de l'import. Et on avait annoncé le Direct Lake, qui était le meilleur des deux mondes. Qui disait, c'est le meilleur des deux mondes, c'est optimisé pour Power BI, et c'est disponible maintenant dans Fabric. C'est ça, le Direct Lake est considéré comme le meilleur des deux mondes entre le Direct Query, historiquement, qu'il ne faut plus utiliser, ça c'est sûr. Bannissez ce truc-là. Et le modèle import, qui est plutôt performant, mais qui vous oblige à recopier la donnée et à gérer, finalement, de la planification de recopie de données. Donc, vous faites des rafraîchissements de modèles sémantiques tout le temps. Là, l'avantage avec ça, c'est que vous avez votre donnée
en temps réel. La volumétrie, pas de souci, puisqu'on attaque directement notre lakehouse. Alors, on peut avoir des milliards de lignes, il n'y a pas de problème. On les a. Et c'est super rapide. Et encore une fois, maintenant, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'on disait à nos clients, si vous avez besoin de calculer, faire de nouvelles colonnes calculées ou des tables calculées, vous les faisiez directement dans votre lakehouse. Sauf que le lakehouse, c'est plutôt les data ingénieurs qui travaillent dessus. Ouais, Et le métier, lui, ne travaille pas nécessairement sur cette partie-là. Il travaille plutôt sur la partie Power BI. Aujourd'hui, on ouvre Power BI, on se connecte en Direct Lake à notre lakehouse et on peut bénéficier de toutes les fonctionnalités de Power BI, notamment la création de colonnes calculées et de tables calculées en DAX. On est content. Donc, c'est peut-être pour les développeurs Power BI, c'est une big news. Ouais, Parce que c'était super bloquant. Parce que en vrai, c'était vraiment, ça pouvait être bloquant parce que Tu restes en import. en vente, le Direct Lake, il faut vraiment l'utiliser. C'est la nouvelle fonctionnalité de branchement. C'est ce qui est le plus rapide. OK. Par contre, derrière, il me manquait de choses. Ah bah non, faut revenir au tout début de la source. Ah, mais c'est pas les mêmes personnes qui travaillent sur ce truc-là. Faut demander à l'équipe. T'appelles l'équipe d'ingé. Vous refaites la partie lakehouse parce que il me faut une nouvelle colonne qui calcule un indicateur ou une nouvelle table, une table date ou un truc comme ça, parce qu'il faut le faire en amont. Et que tu peux pas le faire dans la partie Power BI, ce qui est dommage. Donc c'est pas vendeur, mais c'est quand même très pratique. Et ça, on y est habitué. Il y a les grosses news, les annonces qu'on apprécie, qu'on aime entendre, et il y a ce qui change le quotidien. On l'attendait un petit peu. Enfin, on se désespérait de pas avoir ce truc-là. C'est un peu dommage, mais on se désespérait de pas pouvoir le faire, alors que on nous présente ce modèle ici, là, en Direct Lake, comme étant le modèle un peu idéal quand on crée du Power BI à partir de sources de données Fabric. Et du coup, c'est en preview, c'est disponible, c'est testable. Non, c'est testable, oui, bien sûr, mais oui, c'est disponible, oui, pas de souci. Il n'y a pas de preview, non, c'est possible. C'est juste une nouvelle fonctionnalité directeur. Enfin, en tout cas, la promesse du produit qui se réalise. En fait, avant, c'était grisé, maintenant, c'est plus grisé dans Power BI Desktop. Donc avant, tu avais colonne calculée. Quand tu crées colonne calculée, tu as le bouton grisé. Maintenant, il est plus grisé. Tu peux créer une colonne calculée alors que tu es connecté en Direct Lake. Magique. On va passer à la Bravo, news Microsoft. suivante. Parce que je peux la prendre, timer. Ça, tu veux la prendre, c'est bien. Ouais, je suis chaud. Ouais. Ah, je l'ai testé. Ouais, c'est pour toi. Benjamin est venu les mains dans les poches aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il a ce côté un petit peu animateur. Je l'ai testé. Mais c'est vrai qu'en même temps, je t'ai proposé de venir quelques jours auparavant seulement. Ouais, genre ce matin. Quoi. Allez. Donc là, on est sur la partie Copilot pour mobile. Donc on est dans l'application mobile Power BI. Dans l'application mobile Power BI, il y a Copilot aussi qui est disponible. C'est assez intéressant, ça change pas mal le fonctionnel pour certains projets. Moi, j'ai 2-3 clients que j'accompagne là-dessus, où justement, en fait, on met à disposition de la donnée dans Fabric, on fait du reporting Power BI, tout est très bien. On publie une version mobile, et derrière, on va pouvoir récupérer une vision Copilot. Donc, on a un bouton Copilot qui existe déjà, c'est pas ça la nouveauté. Elle existe déjà, on peut poser des questions à nos données, elle répond en fonction de ce qu'on lui a posé, plutôt bien. Et maintenant, elle peut rajouter aussi le fait de répondre en générant un graphique. C'est ça la nouveauté. Bon. Alors... non, mais en vrai, voilà, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment avoir au moins du détail, parce que sinon, c'est que du texte. Ils écrivent des longs textes comme ça. C'est vrai que la génération d'un graphique avec l'intérieur, tout le détail, je trouve ça intéressant. C'est la génération d'un nouveau graphique ou d'un graphique issu du report? Non, c'est un nouveau graphique. Okay. Du coup, tu n'es plus obligé de faire N version d'un tableau de bord. Tu peux en faire un général et après, ça la vision. Si jamais c'est ça la vision d'MS. C'est qu'en fait, la nouvelle façon de consommer un rapport, ça va plus être d'en créer un nouveau ou de rajouter des visuels, mais ça va être d'interroger en langage naturel ton rapport existant ou ton modèle sémantique et tu auras une réponse sous forme de visuel. Et aussi un truc pour toi, là, je pensais à toi. Et sur iPhone, il y a le speech to text, mais pas sur Android. Pas sur iPhone. Alors, c'est assez intéressant aussi parce que d'un point de vue usage historiquement, l'application mobile est plutôt privilégiée des dirigeants d'entreprise. Oui, c'est pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Quand on essaye de vendre Power BI en entreprise, depuis toujours, on nous demande est-ce que c'est disponible sur mobile? Et oui, ça l'est via une application dédiée. Donc aujourd'hui, l'arrivée de l'IA sur du coup Fabric Power BI Power BI du coup pour la mobilité, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle, mais par contre, attention warning, faut quand même derrière que l'espace de travail dans lequel est hébergé ce rapport soit dans une capacité Fabric aussi. J'ai quand même besoin d'avoir de Fabric. Mais du coup, comme tu vas économiser de la capacité avec la news de Nicolas, Copilot à fond. C'est dingue. Et du coup, on parle bien de Copilot for Power BI. Ça n'existe pas, ça. C'est Copilot, pour Power BI. Copilot Fabric. Non, c'est la Copilot Fabric, en fait. C'est la version Fabric. Oui, toujours. D'accord. Même sur le desktop, tu es toujours dans la version Fabric. C'est la même Fabric, chose, en fait. Tu as toujours besoin d'être connecté à un rapport qui est rattaché à une capacité Fabric pour pouvoir utiliser Copilot, qui est rattaché à Fabric. Il n'est jamais M365. Parce que de mémoire, on avait d'une part les data agents et Copilot for Power BI qui répondait seulement sur le rapport, pas sur les données derrière.
et qui répondait... C'est Prepare for Data for IA, c'est ça? Non, Copilot for Power BI. Dans Power BI directement. Tu parles de Copilot dans le desktop? Oui. Ouais. C'est le même. C'est le même. Oui, c'est le même modèle derrière. C'est le même, et tu as accès que si tu as une capacité. C'est toujours pareil. Fabrique. Oui. Sauf que pour moi, Copilot for Power BI répondait uniquement sur ce qu'il voyait du dashboard. Et notamment les réponses préparées, premium, puis après peut-être les visuels, etc. En vrai, c'est un peu plus puissant que ça. Alors, c'était le cas. Maintenant, c'est un peu plus puissant que ça. J'ai fait des tests dernièrement. J'ai fait des rapports où je mettais vraiment pas grand-chose. Et je posais des questions sur des choses qui n'avaient pas du tout dans le rapport et ça répondait quand même. Donc maintenant, je pense qu'il lit aussi les métadatas. Et d'ailleurs, je l'ai vu. Et en voulant améliorer l'efficacité de mon Copilot for Power BI, j'ai lu qu'il fallait potentiellement créer plein de mesures en DAX, plein de calculs, pour que dans le modèle, il y ait plein de choses précalculées et qu'il puisse se dire « Ah bah tiens, ça, j'ai déjà la réponse vu qu'il a déjà été calculé. » Et donc, il te le retourne. Donc, je peux te dire, presque de façon sûre, qu'il lit aussi les données dans Power BI. Parce que ça a longtemps été la confusion pour les clients. C'était, mais sur quoi il répond? Est-ce que réellement il interroge ma donnée? Non, le Copilot for Power BI interrogeait le rapport. Donc ce qu'il voyait en termes de visuel, voir ce qu'on avait préparé en réponse préenregistrée. Il y a un mode un peu Q&A dans Power BI, je sais pas comment il s'appelle. Ça, c'est fini. Q&A, c'est fini, il disparaît. Ouais. Ok. Donc plutôt une grosse innovation, changement complètement de la manière dont on interroge Copilot. Mais il y a vraiment du fonctionnel derrière. Moi, j'ai des clients qui, même aujourd'hui, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant ouais, vraiment ça m'intéresse. Parfait. On passe à la news suivante. On reste encore dans du visuel. On est sur le visuel narrative with Copilot. Toujours avec Copilot. Donc là, c'est simplement générer une narrative, donc une information par rapport à notre rapport qui sera englobé dans un visuel spécifique là-dessus. Alors le visuel narrative était déjà existant avant, mais ils l'ont amélioré. Et surtout là maintenant, on peut tu vois, sélectionner les autres. On peut sélectionner ou désélectionner les visuels sur lesquels il va se baser pour expliquer l'utilisation du rapport. Donc en fait, il fait une sorte de... Là par contre, ça répond à ta question dans l'autre sens. C'est que ce visuel qui est censé générer du texte de façon automatisée pour analyser quelque chose, lui se base sur les données qu'il y a dans les visuels. Ok. Ça. Et tu peux sélectionner les visuels sur lesquels tu veux te baser pour pouvoir faire la génération. Donc ça, c'est intéressant, surtout pour le côté descriptif, finalement, du rapport, des visuels qu'on cherche à faire, mettre un peu de commentaires sur ce que ça fait sur le côté. Avant, ce que tu faisais à la main en disant « Attends, je vais mettre quand même un petit texte explicatif. Explicatif. Maintenant, c'est généré automatiquement avec, évidemment, ces paramétrages derrière pour savoir sur quel visuel tu te bases pour faire cette génération. Et donc c'est un visuel dédié qu'on drag and drop dans le rapport. C'est un visuel dédié. C'est un visuel à part entière. Ça a beaucoup évolué parce qu'au début du NLP, on commençait à avoir des petites fonctionnalités sur Power BI d'explication. Puis forcément, ce côté commentaire à leur liage génératif change drastiquement. Explique-moi les pics, on s'en souvient. Explique-moi les pics, explique-moi les creux. Dans un visuel, on avait déjà ça. Là, par contre, il se base effectivement sur un ensemble de visuels pour faire son explication. Il faut toujours fabriquer. Power BI seul ne suffira pas. Non. Sur le service, c'est pas dispo. C'est ça dispo dans le service, mais c'est toujours, il faut que tu sois rattaché à... Dès que tu veux du Copilot, il faut fabrique. Il faut une capacité fabrique. Oui. Bien noté. News suivante. C'est la même chose. C'était la même. C'était juste pour illustrer comment ça me rassure, parce que vu le nombre de slides qui restent... Ouh, c'est pas mal. Oui, pareil. On est bientôt sur la fin, rassurez-vous. Non, mais ça, c'est la création d'une colonne calculée de ce juste pour montrer que... Alors, pour ceux qui connaissent un peu Power BI... Ouais, alors ça a été inversé. Mais parce que ça, c'est la news d'avant. On voit bien que les deux tables là sont en direct lake. Bon, vous voyez le petit carré avec les petites vagues, c'est-à-dire que c'est connecté à un direct lake. Et on a créé une nouvelle colonne qui s'appelle âge, qui est une différence, qui calcule l'âge à partir de notre date de naissance, magnifique. Voilà. Et puis qui transporte ça en années. Voilà. Je crois que les autres, elles sont traitées aussi. Non ou ça, non, celui-là, c'est le user context. Vous l'attendiez en fin d'épisode. On l'attendait pas. Tout le monde s'est demandé, mais il est où le user context assommé comme ça. Et toi, tu nous la réserves à la fin. Allez, vends toujours le meilleur pour la fin. Allons-y, user context, c'est parti. Tu le fais ou je le fais? Non, vas-y, je te l'offre. Ok, merci. Le user context. Jusqu'à maintenant, les mesures DAX qu'on crée dans Power BI, finalement, elles étaient calculées, quel que soit l'utilisateur, en fonction, on appelle d'un contexte. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Par rapport à l'utilisateur. Là, maintenant, on va pouvoir même, à l'intérieur de la mesure, vous voyez ici, c'est un switch, donc c'est un, vous connaissez, c'est un switch ou un triple if, un if, then, et else à la fin. Des conditions. C'est de la condition multiple. Des fois, Nicolas, on le perd, il commence à parler une autre langue. On parle d'autre chose. en fonction de la culture utilisateur. En fait, on sélectionne le user context à côté,
Ça veut dire qu'en fonction, dans cet exemple-là, de l'utilisateur et sa configuration au niveau de son navigateur, eh bien, la mesure va changer, le calcul va changer pour prendre, par exemple ici, le nom du produit en anglais, en français, en espagnol, ce qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à maintenant. En gros, si son navigateur est en anglais, il aura le produit en anglais. S'il est en espagnol, il l'aura en espagnol. Non, mais jusqu'à maintenant, on traduisait la métadata. C'est-à-dire que ta colonne, plutôt qu'elle soit en français, si tu avais ton navigateur configuré en espagnol, avec les ES, ES et ENUS, la colonne changeait de nom. Là, on peut même s'amuser à choisir le contenu de la colonne en fonction de la langue. Sans l'avoir préparé en amont. Tu as 3 colonnes. Ah, tu as 3 colonnes. Oui, tu n'as pas la traduction automatique. Donc c'est juste la sélection en fonction du contenu. C'est-à-dire que c'est pas juste tes axes d'analyse qui vont être traduits, c'est aussi le contenu de ce que tu vas afficher si tu mets un tableau. Le contenu des valeurs du tableau va être traduit parce que tu vas choisir la bonne colonne en fonction de l'utilisateur qui se connectera. Il y a longtemps été, excusez-moi le terme, une tannée un peu dans les sujets d'entreprise internationale, comment le même modèle le traduire. Là, on se galérait. On arrivait à changer tous les titres des tableaux et pas le contenu. Et on faisait que les titres, mais on s'ennuyait. En fait, on faisait en anglais et puis après, ils se débrouillaient pour les valeurs. Là, maintenant, tu as tes valeurs en fonction. Bon, ça, c'est un exemple, évidemment. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, c'est un exemple assez parlant parce qu'on parle de langue. Mais on peut imaginer après, en fonction, je ne sais pas, d'entités, etc., eh bien, on a des mesures, donc des calculs qui seront faits différemment en fonction du type d'utilisateur. Donc, d'où le user context. Ça récupère certains contextes de l'utilisateur et en fonction de ça, on est capable de faire différents calculs. Alors, j'ai l'impression que c'est la dernière news. Parce que je ne vous ai pas perdu, c'est bon ? Je ne vois plus rien. Je me permets juste de faire un petit... Sinon, on fait des formations, si vous voulez. Ah non, il y en a encore une. Ah non, c'est pas la dernière. Oh, celle-là, je te la laisse. Oh. Versionning sur Power BI. Allez, oui, non, mais l'idée, c'est que... elle est assez simple, on va pas... En fait, dans Power BI Desktop, donc dans le logiciel de développement de Power BI, on a maintenant, si notre Power BI est hébergé, je crois que c'est dans SharePoint et OneDrive, c'est ça ? OneDrive, SharePoint. Oui, c'est ça. Donc, si notre Power BI étant hébergé dans ces deux sources de données, on va pouvoir récupérer en fait l'historisation du SharePoint. De SharePoint. Le versionning de SharePoint qu'on avait, qui existe dans SharePoint, maintenant va être accessible dans Power BI. Directement dans l'interface. Ce qui en fait n'est ni plus ni moins qu'une interface qu'on nous met dans Power BI Desktop, mais dans les faits, on utilise le versionning de SharePoint qui existait déjà. Voilà. Ça nous évite de passer par SharePoint pour dire je vais récupérer ma version N-2 parce que j'ai fait une grosse boulette dans la version actuelle. Mais là, je crois que tu peux juste l'avoir. Je suis pas sûr que tu puisses la récupérer. Tu peux la récupérer et tu peux même la recopier. Non, tu peux la recopier dans un nouveau PBX ou PBIP. La dinguerie. C'est sympa. Et donc, tu peux même faire du compare après. Tu as une fonction, alors il ne la montre pas, mais tu peux faire du compare entre les deux. Ça, c'est pas mal pour les utilisateurs finaux qui connaissent pas trop le versionning et qui pour autant vont l'avoir devant eux et vont pouvoir comprendre l'intérêt. Et il vient quand même dire la dinguerie quoi. Des fois je me dis je suis vraiment entouré de geeks. Non mais en vrai c'est intéressant, ça a l'air de rien, mais t'as jamais travaillé avec des gens qui ont perdu leur Power BI et hop c'est fini. Clairement. Et là ils te regardent, ils font on recommence. Non viens, tu vas venir avec moi, tu vas voir. Et d'ailleurs on en profite parce que je vois que la slide est issue d'une publication de Enzo Rido, qui est un évangéliste bien connu et apprécié de la communauté, qui est maintenant dans les équipes de Microsoft, et qui nous suit par ailleurs et qui nous suit. Donc Enzo, merci pour ce partage. On finit du coup sur... Last but not least, sur la partie... Alors là, c'est la partie warehouse. Donc les warehouses, c'est ce qui contient toutes nos données sous forme de table, etc., données structurées. L'entrepôt de données le data warehouse, au sens propre. Et jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué pour avoir certaines informations sur, par exemple, les requêtes qui consomment le plus de ressources, sur la capacité, les requêtes qui sont les plus souvent lancées sur le warehouse, requêtes SQL, je parle. En fait, il fallait rentrer dans la partie SQL et ceux qui connaissent un peu SQL, c'est facile. On allait dans les insights, query insights, etc., et on récupérait ces informations-là. C'était pas très graphique et on avait des informations sous forme de réponse SQL. Là, Microsoft nous a pondu une petite interface plutôt sympa qui va nous permettre d'avoir les 3 onglets en haut, donc l'historique des requêtes qui ont été faites sur mon warehouse, celles qui ont pris du temps et celles qui sont souvent réutilisées. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas la news de l'année, mais ça permet d'avoir sur format graphique avec un petit line chart les informations de qui utilise le plus mon warehouse, qui fait les requêtes qui consomment le plus, qui sont les plus longues. Donc ça permet un petit peu de monitorer un petit peu plus en détail la partie data warehouse dans Fabric. Pareil, il faut une capacité Fabric pour ça. Il parle plus, il passe juste la slide. Et on finit sur... J'avais envie de tenir le timing, je vois le temps qui passe. Est-ce que tu sais, une autre. En 20 secondes, nous dire... Et pourtant, on n'a pas beaucoup de news en ce moment. Oui, alors, ça c'est rapidement pour ceux qui
qui nous écoutent, qui avaient des problématiques de synchronisation de la metadata sur les lakehouse, pensez à cliquer. Alors, pareil, c'est des trucs qui devraient être on par défaut. Jusqu'à maintenant, les gens râlaient parce que quand ils faisaient des modifications de structure dans un lakehouse, genre on rajoute une table, on rajoute des colonnes, eh bien, quand ils interrogeaient par le SQL endpoint, le point de SQL, le point de terminaison SQL, leur lakehouse, en fait, ils n'avaient pas les nouvelles données de la nouvelle colonne qu'ils avaient ajoutée. Donc c'était chiant, il fallait attendre, il y avait toujours un peu de latence. C'était un problème que Microsoft avait identifié. Et là, dans la partie paramétrage des espaces de travail, vous avez un nouvel onglet, ça devient un peu le bordel d'ailleurs là-dedans. Bon, il y a un nouvel onglet New Metadata Sync. Et si vous cliquez sur On, vous aurez en fait du coup vos lakehouse qui seront mis à jour, qui seront réactualisés sur la partie metadata. Donc la structure du lakehouse sera automatiquement rafraîchie dès que vous aurez modifié votre structure de données dans votre lakehouse. Et du coup, on va terminer sur ça.